Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans ce spécial frontal consacré aux grands événements qui ont marqué le continent ces 12 derniers mois. Il s'est passé des choses sur le continent en 2024. AES, crise au sein de la CEDEAO, présidentielle au Sénégal et au Ghana, rupture des accords militaires entre la France et certains États africains. L'actualité était donc dense. J'ai le plaisir de recevoir avec moi 3 invités pour revenir et revisiter ces 12 derniers mois. J'ai donc le plaisir de recevoir Ben Aoudin. Vous êtes un conseiller de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Vous avez même consacré un livre à l'homme Gbagbo, un homme, un destin, publié aux éditions Masmilo. Merci Ben Aoudin. Merci Richard. Notre invitation. J'ai également avec moi le politologue camerounais Claude Wilfried Ekanga. Vous avez été sur ce plateau ces 12 derniers mois. C'est avec le même plaisir que je vous reçois pour décrypter, ou du moins pour revenir sur les événements qui ont marqué le continent en 2024. Vous êtes écrivain, vous avez écrit, et c'était à l'occasion donc de la dernière présidentielle dans votre pays. Tu dois t'impliquer le récit d'une folle campagne. Merci Claude Wilfried Ekanga d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est toujours le même plaisir. Et c'est avec le même plaisir que je reçois Karine Orio, ma consoeur. Karine Orio, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci Karine Orio. Merci beaucoup Richard. D'avoir accepté notre invitation. Nous étions le 28 janvier 2024. Oui, c'est par cet événement politique que l'année a commencé sur le continent. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso se retirent de la CEDEAO. Le communiqué était dur pour l'organisation sous-régionale. Ils ont pris la décision de se retirer de la CEDEAO avec effet immédiat et le communiqué précise, c'est une décision irréversible. Et depuis, la CEDEAO ne s'en remet pas. Je commence par vous, Karine Orio. C'est une rupture historique. Rappelons quand même que depuis la création de la CEDEAO, il me semble en 1975, le seul pays qui avait décidé de se retirer, et pas comme dans le cas de l'AES, c'est la Mauritanie, pour rejoindre l'Union justement arabophone sur la question, parce qu'il y avait des désaccords sur la question du Sahara occidental. 17 ans plus tard, la Mauritanie a quand même décidé de nouveau de rejoindre la CEDEAO. Là, nous sommes dans une configuration complètement différente. Les pays, le Mali, le Burkina et puis le Niger, ont décidé, suite aux sanctions imposées par la CEDEAO, parce que, rappelons-le, ces pays-là, en tout cas depuis 2 ans maintenant, un peu plus pour le Mali, il est question de coup d'État, et que quand on fait un coup d'État, cela implique des sanctions. Maintenant, il faut rappeler que la CEDEAO, aujourd'hui, est une institution qui n'a peut-être pas évolué avec son temps, à qui on reproche un certain nombre de faiblesses. Et je pense qu'elle paye aujourd'hui ce prix-là parce que l'AES a beaucoup joué aussi sur l'opinion publique pour montrer les faiblesses de la CEDEAO. Quel prix paye, Karine Orio, la CEDEAO? Le fait de ne pas s'accommoder des coups d'État ou bien la question des sanctions? Ou bien des sanctions? D'une part, des deux, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Il est quand même question que les États membres de la CEDEAO soient aussi ces États qui finalement pénalisent, mettent en place les sanctions contre ceux qui commettent des coups d'État militaires. Donc, on l'a vu au Niger, ça a été dur pour le peuple nigérien. Absolument. En l'occurrence, c'est justement à propos Niger, Claude Wilfried Ekanga. Au fond, cette crise est née véritablement à partir du coup d'État de juillet 2023 opéré par le général Tiani au Niger, coup d'État qui était le coup d'État de trop pour la CEDEAO. En fait, non, ou du moins ça dépend de l'angle avec lequel on observe la chose, parce que des coups d'État, il y en a eu avant. C'est ça. La Côte d'Ivoire a eu un coup d'État constitutionnel. La Constitution n'avait pas prévu que Ouattara fasse un 3e mandat. Ensuite, on a eu la disparition de Mamadou Gon Coulibaly et Ouattara. J'entendais coup d'État militaire, excusez-moi. Oui. Si c'est le jeu de mots qu'il fallait faire, coup d'État militaire, j'entends. Cela ne change rien à l'approche parce que justement, de la part des militaires qui ont pris le pouvoir, ils se sont rendus compte qu'il y avait précisément des bons et des mauvais coups d'État. Soit dit en passant, la Guinée-Conakry de M. Doumbouya n'a pas été aussi farouchement acculée comme l'a été le Niger. Et donc, il y a eu une impression d'inféodation de la CEDEAO
au service de puissances extérieures. C'est en tout cas ce que défendent les militaires du Mali, du Burkina et du Niger. Et en fait, c'est cette dépendance plus ou moins évidente de la CEDEAO à quelque chose qui ne vient pas de l'Afrique, qui a conduit les acteurs de l'Alliance des États du Sahel à envisager une structure qui répond davantage aux aspirations des peuples africains en matière d'indépendance, en matière de souveraineté. C'est pour ça que bien avant la déclaration de janvier, on avait déjà, quelques jours seulement après la prise du pouvoir de M. Abdourahmane Chiani, le 16 septembre 2023, la promulgation de la charte portant création de l'Alliance des États, la charte du Liptako Gourma, qui mettait déjà en exergue la différence entre les anciennes structures et les nouvelles, parce qu'il y avait ce qu'on appelait le plan trilatéral permanent de défense. On a ce fameux article 6 parmi les 17 que compose la fameuse charte qui dit que nous sommes dans une logique où on ne va plus brader notre souveraineté, il y a quelqu'un d'autre, on va se défendre mutuellement, on va créer un panafricanisme véritable, un panafricanisme 2.0, on va décider de ce qui est bon, ce qui est mauvais pour l'Afrique, et on ne va pas s'encombrer des desiderata extérieurs parce que ceux de l'extérieur ne cherchent pas non plus à savoir si les décisions qu'ils prennent ou les structures qu'ils mettent en place correspondent à nos aspirations. Donc c'est ça qui a conduit à justement la création de l'AS, et on a d'ailleurs vu lors de la session, lors de la rencontre du 6 juillet, portant création de manière officielle de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Oui. Cela s'est passé la veille du sommet de la CEDEAO. Et on a davantage parlé du sommet de l'AES que du sommet de la CEDEAO. Une sorte de pied de nez, une sorte de défi pour dire les Africains sont davantage séduits par une structure comme celle que nous mettons en place que par une structure dont ils ne voient ni le bilan, parce que la CEDEAO brille par une absence de réponse politique sûre. Depuis 1975 et le traité de Lagos, une absence de réponse politique solide aux défis du continent. Je dis réponse politique parce que, à la base, c'était quelque chose de fondamentalement économique. C'était une structure douanière, une structure économique, mais qui s'est arrogée des fonctions d'intervention ou alors d'opinion politique. Et alors, à ce moment-là, la population africaine a commencé à attendre des réponses pragmatiques, des réponses réelles aux différentes crises sur lesquelles elle a été grandement absente. Donc, elle n'a pas brillé de ce côté-là. Elle n'a pas brillé par la consolidation économique des différents États qui le composent. Il y a une distance. Mais la libre circulation était quand même une réalité au sein de la communauté. Oui, c'est un élément. Mais voilà, si cela suffisait à créer une économie solide, évidemment, ça se saurait. Elle n'a pas brillé par sa capacité à densifier les échanges dans la logique d'une économie de production et de production diversifiée. Oui. Elle s'est embrigadée dans la culture de rente et l'exportation de la matière première, y compris les pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana, qui obéissent aussi dans de grandes largeurs, peut-être dans une moindre mesure, mais quand même à cette logique. Et aujourd'hui, ces manquements-là, combinés à la cause directe qui a été donc le désir, ou du moins le cri de Mohamed Bazoum, l'appel à l'aide de Mohamed Bazoum auprès de la communauté internationale, venez me remettre ce que j'ai perdu. Bon, à partir de là, ça a été perçu aussi bien par les militaires que par les populations africaines qui, grandement et de manière pas voilée du tout, soutenaient le nouveau régime. Ça a été perçu comme une volonté de continuer cette inféodation des structures africaines aux désirs extérieurs. Donc c'est une décision que vous compreniez totalement. Qui s'explique totalement, c'est-à-dire elle est explicable rationnellement. Qu'on l'approuve ou non, oui. Elle n'a rien de surnaturel. On peut examiner les tenants, on peut examiner les causes lointaines, on peut examiner les causes plus récentes, on peut examiner les motivations des acteurs de la structure, et voilà. C'est très clair. On va revenir, on va approfondir. Vous avez évoqué plusieurs points sur lesquels nous reviendrons. Bernard Oudin, vous êtes franco-ivoirien. La crise dont nous parlons dans cette émission impliquait certes les États membres de la CEDEAO, dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso, mais aussi la France, et d'ailleurs le président français prenait publiquement la parole pour évoquer cette crise de la CEDEAO et présentait son pays comme
pouvant être un acteur dans la résolution de cette crise, quel est le regard que vous avez posé sur cette décision politique prise par ces trois États qui forment aujourd'hui l'AES? Il faut revenir déjà à la CEDEAO et se dire on crée des instances comme celle-là, comme l'Europe a construit de son côté des alliances, savoir ce qu'on en fait. Et mon ami rappelait des coups d'État. Le coup d'État n'est pas nécessairement militaire. Le coup d'État peut être civil. Et il a dit avec très grande justesse qu'en 2020, en Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'État politique et constitutionnel. Et au-delà de ça, pour remonter un peu dans le temps, ce qui touche encore à la CEDEAO, c'est qu'en avril, fin mars, début avril 2011, la Cour de justice de la CEDEAO a donné l'ordre aux différents intervenants de la crise ivoirienne, c'est-à-dire le gouvernement du président Gbagbo, les gens qui étaient à l'hôtel du Golfe et puis les gens de l'extérieur comme l'ONUCI, etc., de suspendre toute action tant qu'ils n'avaient pas pris une décision sur une requête qui avait été acceptée par la Cour de justice, qui avait été demandée au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. C'est dans les archives de la Cour de justice. Et la réponse de la Cour de justice devait avoir lieu le 9 mai 2011. Le 11 avril 2011, tout a été réglé d'une autre façon. C'est-à-dire de façon militaire, puisque l'armée française est venue arrêter le président Gbagbo. Donc la CEDEAO, dans cette affaire-là, et sa Cour de justice ont été piétinés. On ne peut pas dire aujourd'hui, il existe une instance, donc il faut la respecter, perindea cadaver, comme diraient les jésuites. Si aujourd'hui vous dites que le Niger, le Niger, les gens souffrent, etc., mais est-ce qu'ils ne souffraient pas avant? Pas de la même manière. Non, je suis désolé. Moi aussi, je suis désolé, pas de la même manière. Les médicaments qui manquaient dans les hôpitaux, pas de la même manière. On ne pouvait pas opérer les malades. En Côte d'Ivoire? Non, au Niger. Au Niger. Oui, mais pendant l'application des sanctions de la CEDEAO. Je vais venir aux sanctions. Non, mais on s'est mal compris sur ce que je disais. D'accord. On s'est mal compris. C'est que la CEDEAO, pour les gens qui souffrent au Niger, il ne faut pas dire, il faut rester dans la CEDEAO pour ne pas avoir de sanctions. Il faut savoir que le pays peut se développer. Le Niger a des capacités, parce qu'on a l'impression que c'est un immense bac à sable avec la ville de Niamey tout en bas. Il y a des capacités minières énormes. Non, pas politique. Restons seulement sur le plan politique. Mais la question, elle est essentiellement politique. La question est politique, des coups d'État. À condition que le pays, si le Niger intègre la CEDEAO... Réintègre la CEDEAO, vous voulez dire? Intègre la CEDEAO à l'origine. À l'origine. C'est pour participer avec d'autres à une mise en commun d'un certain nombre de moyens et de besoins. On est d'accord. Pour répondre aux besoins des populations. Absolument, on est totalement d'accord. Et dans ce cadre-là, les capacités du Niger, qui sont par exemple l'uranium, il faut que ça bénéficie aux gens de Zinder, d'Agadez. Bien sûr. On est d'accord, totalement d'accord. Et si la CEDEAO ne remplit pas ça, que les Nigériens essayent de reprendre leur avenir en main, on ne peut pas leur reprocher, apparemment. Moi, j'ai quand même une question à vous poser, parce que comment est financée la CEDEAO? En plus. Non, mais la question de la CEDEAO est une institution qui est financée par qui et comment? À la base, il parle d'une sorte de taxe communautaire prélevée sur les sur les recettes des États, entre autres. Des États, oui. Mais on connaît l'indiscipline de nos différents États, ce qui les conduit à une situation où ce sont les bailleurs de fonds, les créanciers internationaux qui interviennent pour permettre à la structure de vivre. Non, mais moi, j'ai reposé cette question. Pourquoi? Parce que, déjà, dans vos différentes analyses, ce que je voudrais pointer du doigt, c'est que, pour moi, on ne peut pas faire d'amalgame au niveau des coups d'État. Ce n'est pas possible qu'on dise... En fait. Non, mais si vous me permettez juste d'aller jusqu'au bout. Oui. On ne peut pas, en l'occurrence, vous prenez justement 3 pays, c'est intéressant de revenir sur ces 3 pays-là. Le cas du Niger, Mohamed Bazoum a été élu démocratiquement. Là, il est encore en otage. Donc, vous ne pouvez pas négocier en disant « mais nous, on veut rester dans la CEDEAO, on ne veut pas avoir de sanctions ». Et en plus, vous avez un ancien président qui est otage. Au-delà de ça, en plus de ça, je rajoute à cela le fait que les populations souffrent. Le cas du Mali, il y a eu combien de coups d'État au Mali? Et au Burkina, quel était le problème avec Roch Christian Kaboré? Parce que si vous soulevez ces questions-là, et ensuite, quand on fait un coup d'État, vous le savez, qu'il soit un coup d'État militaire, on s'attend à des sanctions.
Maintenant, ce que je dis, ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon propos, c'était que la CEDEAO, c'est une institution qui est vieille, qui effectivement a énormément de soucis et qu'elle n'a pas évolué avec son temps. Ce qu'on reproche aussi à la CEDEAO, c'est les financements. Pourquoi elle n'a pas été un acteur important dans la lutte contre le terrorisme, par exemple? Alors, je voudrais préciser quelque chose avant que vous n'apportiez votre réponse, Claude Wifri et Kanga. Ce que dit Karine Orio nous plonge même dans la complexité de la problématique liée au coup d'État, où elle dit qu'il ne faut pas confondre les coups d'État. Après, vous aurez votre opinion. Je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne mieux. Aujourd'hui, il est incontestable que le président sénégalais a été démocratiquement élu. Qui accepterait aujourd'hui qu'un colonel sénégalais ou général sénégalais, avec quelques copains, prenne des armes et dépose le président Bassirou Diomaye et Diakhar Faye? Ça ne serait pas acceptable. Mais pour autant, effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas que des coups d'État militaires, il y a aussi des coups d'État constitutionnels. La question, c'est comment on y fait face? Alors, il faut comprendre la nuance entre l'explication d'un paradigme et la justification de ce paradigme-là. Oui. Les Nigériens, vous parleriez avec les Nigériens aujourd'hui, des millions d'entre eux vous diraient « Nous approuvons totalement la présence de M. Abdourahmane Chiani ». C'est un fait, il faut en prendre acte, d'autant plus quand on n'est pas nigérien. Totalement d'accord. Maintenant, le coup d'État militaire est un coup d'État parmi d'autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on précise toujours le coup d'État militaire. Celui qui est élu démocratiquement et qui, alors que la Constitution qu'il a élue démocratiquement lui interdit de se représenter, fait exactement un coup d'État comme celui qui vient par la voie militaire. D'autant plus que certains coups d'État constitutionnels créent davantage d'effusion de sang que certains coups d'État militaires. Non, mais pardon de vous couper, M. Ekanga, vous avez dit dans votre propos tout à l'heure, vous avez parlé de souveraineté. Donc j'ai rebondi sur le fait qu'au Niger, vous parlez de souveraineté, mais le président qui était là a été élu démocratiquement. Ensuite, quand vous dites la politique 2.0, mais pour moi, la politique ne se fait pas sur Internet. Et je suis d'accord avec vous. Non, nous faisons un amalgame de sujets à ce moment-là. Non, mais c'est pour ça que je reviens. Entre l'Internet et le terrain. Je reviens parce que vous dites les Africains, vous avez aussi dit dans votre propos, les Africains approuvent. Quel Africain approuve? Non, la population d'une allez à Niamey aujourd'hui, aller dans la capitale du Niger, poser la question aux populations. Enfin, allez-y, prenez la température autour. C'est vrai, on est totalement d'accord. C'est tellement flagrant. C'est là où ça devient complexe la question. Nous sommes d'accord. Parce que justement, il y a des choses à prendre en compte. Monsieur Mohamed Bazoum, quand il était encore au pouvoir, a eu des déclarations qui n'ont pas du tout arrangé les Nigériens. Il a dit que l'armée n'était pas en capacité de faire face au terrorisme. C'est vrai, il a dit ça. C'est un aveu d'incompétence. Il y a énormément de paradigmes qui font que quand bien même vous seriez élu démocratiquement, vous vous délégitimez aux yeux de votre population. Ce n'est pas moi qui ai mené le coup d'État au Niger ou qui l'approuve, mais il faut tenir compte du fait que même les sanctions que vous avez évoquées n'étaient pas légales. La CEDEAO n'a pas prévu, on est d'accord là sur ce point. De geler les frontières, c'est pas prévu. On est d'accord. Les sanctions étaient beaucoup plus sévères, ça c'est clair. Non, elles étaient illégales sur le principe. Elles étaient illégales. Elles ne sont pas prévues par les statuts de la CEDEAO de la même manière que l'UMOA qui a gelé les avoirs des autorités. Qui sont venus en remplacement de M. Mohamed Bazoum. L'UMOA n'avait pas le pouvoir du gel des avoirs. C'est-à-dire, on a répondu à une illégitimité par une autre illégitimité. Et c'est ça qui complexifie énormément la chose. Et le juge de paix, à ce moment-là, c'est l'approbation populaire. Oui, d'accord. Mais répondez à la question, Claude Wifri et Kanga. Qu'est-ce qu'on fait quand un président démocratiquement élu est déposé par un militaire? Comment on se comporte par rapport à ça? Qu'il est toujours pris en otage. C'est le nœud de la question. Et je vous ai donné l'exemple du Sénégalais, où on pourrait même donner l'exemple du Ghanéen qui vient d'être élu, mais on reviendra sur ce cas. Ça a été démocratique, une élection. Je suis d'accord. Cette élection. Qu'est-ce qu'on fait s'il est déposé par un militaire? C'est pour ça que je précisais d'entrée de jeu que je ne suis pas nigérien. Ce n'est pas moi qui ai renversé Mohamed Bazoum. Nous commentons une actualité qui ne dépendait pas de notre volonté. Oui. Je n'approuve pas fondamentalement l'incarcération ou la prise d'otage carrément de M. Mohamed Bazoum. La lecture politique, cependant, nous conduit à analyser le fait qu'il a demandé l'intervention américaine, notamment sur le sol nigérien. Quand vous avez ce type d'approche, évidemment, vous conduisez vos propres populations à approuver et à être moins frustrés que vous soyez incarcérés parce qu'ils ont
ils ont l'inventaire des interventions étrangères sur le sol africain. Et quand vous demandez à des puissances comme les États-Unis qui ont sinistré le continent africain, il y a l'exemple de Muammar Kadhafi qui nous traumatise encore aujourd'hui, vous avez donc une population qui vous regarde en se posant la question, mais ce n'est pas sérieux du tout, c'est-à-dire... tu es prêt à sacrifier la vie de millions de Nigériens sur l'autel de ton pouvoir, parce que pour toi, le pouvoir, il est plus grand que l'intérêt de millions de personnes. Et ça la question de principe que j'ai posée, vous n'y répondez pas. La question de principe que j'ai posée. Oublions le Niger. Faisons face à la question de morceau choisi. Question faite, je sais. Mais il y a une question qui est transversale. C'est comment on se comporte face à un coup d'État militaire. Alors, il y a deux possibilités. Oui. Soit on enclenche une guerre pour récupérer le pouvoir, ce qui cause énormément de victimes supplémentaires. C'est pour ça que parfois, il est plus pertinent de prendre acte d'un événement comme celui-là que de se dire on va mener donc une contre-offensive qui finalement ne va pas résoudre le problème et qui va peut-être davantage morceler l'État. Donc c'est sur le principe, c'est compliqué, mais oui, c'est ça. En morceaux choisis, ça dépend de la situation. Dans la situation du Niger, Mohamed Bazoum aurait dû se rendre compte du fait que, quand bien même, parce que c'est comme si je vous parlais de la France, ou du fait que le général de Gaulle était une sorte de militaire arrivé là par une sorte de coup d'État également. Sur le cas du Niger, Mohamed Bazoum aurait dû prendre acte du fait que j'ai certes été élu démocratiquement, mais mes affirmations ont tellement déplu à ma population que je me suis retrouvé délégitimé. C'est ce qui s'est passé avec Viktor Yanukovych en Ukraine en 2014, élu démocratiquement, désapprouvé par la population, et le coup d'État a été applaudi par les démocraties occidentales, entre autres, parce qu'elles ont considéré le fait que les populations désapprouvent le refus de Yanukovych de s'associer à l'Union européenne et donc elle le renverse, et Bazoum aurait dû se dire je prends acte. Dans le cas du Niger aussi, ce que vous avez souligné. Si vous permettez, je propose qu'on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.